Téléphone silencieux. Bonjour à tous. Excusez-nous, on a eu une petite minute de retard. D'abord, première chose, je voudrais vérifier si vous m'entendez bien. Comme d'habitude, si vous pouvez mettre un petit message sur le chat pour voir si ça fonctionne correctement. Super, je vous remercie. On va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. C'est vrai que normalement, on a tendance à faire des webinaires un petit peu plus tard. Là, on commence à 9h pétante. Le temps que les gens arrivent, je ne sais pas comment c'est dans votre région, mais c'est assez pluvieux de partout. Juste pour une petite introduction, aujourd'hui, on organise donc ça une journée, une matinée de la gestion énergétique des entreprises. Avec ce premier webinaire présenté aujourd'hui sur la centralisation des données énergétiques et ses usages, qui va durer environ 45 minutes. Pour ceux qui sont inscrits à plusieurs webinaires, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient inscrites à plusieurs webinaires, si vous loupez les débuts, de toute façon, tout sera disponible en replay. Que vous soyez bien, pas stressés de passer de l'un à l'autre. Est-ce que je peux faire passer les slides moi aussi? Non, je ne peux pas. Donc, Rémi, je veux bien que tu me le fasses passer. Juste un petit point rapide administratif. Si vous avez des questions, merci de bien les poser en bas dans l'onglet questions, si c'est possible, plutôt que dans l'onglet chat, afin qu'on les voit et que je n'en loupe pas si jamais vous avez besoin qu'on réponde à des choses assez particulières. Donc, on va commencer tout de suite. 9h03. Les intervenants aujourd'hui, donc je m'appelle Céline Humpage-Versaro, je suis directrice marketing chez Inopta depuis 7 ans et je suis accompagnée de Rémi Ambroise, qui est responsable de notre pôle produit, et de Romain Hérault, qui est directeur commercial et développement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et donc, dans le sommaire, aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de la donnée en 2024. Et puis, Rémi parlera des données énergétiques, de l'acquisition de la donnée, des usages de la donnée. Et c'est Romain qui clôturera notre webinaire aujourd'hui. Donc, on devrait finir vers 9h45. Donc, pour commencer et élargir, on va dire, le champ, là, on ne va pas parler tout de suite d'énergie, on va parler de la donnée en général. Assez intéressant, c'est l'estimation du volume de données numériques qui a été créé ou répliqué par an dans le monde. Donc là, je les ai mis en zeta-octets. Et on voit que sur les 15 dernières années, donc entre 2010 et 2025 qui arrive bientôt, on a eu un taux qui a été multiplié quasiment par 30. Donc 2025, bien évidemment, c'est une prédiction. Mais ce serait assez intéressant de voir l'année prochaine si c'était une prédiction qui était en deçà ou au-delà, ou qui est au-delà. Donc, un zeta-octet, pour donner une idée, équivaut à 1000 milliards de gigaoctets. Donc, on voit la taille, on va dire, de la donnée, ou en tout cas de la donnée qui est aujourd'hui disponible. En sachant que, bien évidemment, c'est un sujet qui nourrit un autre sujet dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui est assez prépondérant, à savoir l'IA. La deuxième chose, donc il y a beaucoup d'analyses et d'études qui ont été faites, notamment une sur l'impact économique de l'innovation de la donnée. Je vous invite, si jamais ça vous intéresse, je peux vous partager toutes ces études dont on parle aujourd'hui. Et cette donnée, en fait, sur l'impact économique dans les entreprises, les personnes, donc toutes les entreprises qui sont leaders en innovation de données, donc leaders en innovation de données, il faut comprendre les entreprises qui sont en avance par rapport aux autres et qui se servent de la donnée depuis des années pour faire avancer leur entreprise, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue produit. 67% de ces leaders sont convaincus que leurs données croissent à un rythme beaucoup plus rapide que leur capacité à les maîtriser. Donc là, on retrouve bien cette idée, effectivement, de montant de données qui est sur la gauche, de nombre de données disponibles. Et c'est vrai que ces entreprises-là sont plus conscientes que celles qui n'utilisent pas de données de la difficulté, en fait, de l'organiser.
Donc, c'était la première partie. Et le deuxième enseignement de cette étude, c'était sur le bénéfice brut. Le bénéfice brut dégagé donc, par ces mêmes entreprises pour l'innovation de la donnée augmente de 9,5%. Donc, ils ont fait c'est assez intéressant, ils ont fait toute une analyse en fait sur l'incrémentalité de ce chiffre et le fait que la gestion de la donnée en amont et le fait de réaliser la valeur en fait de toutes ces données permettait vraiment à l'entreprise d'avoir un impact économique sur le chiffre d'affaires et les bénéfices au bout du compte. Je veux bien que tu passes sur le prochain, Rémi. Une deuxième analyse qui était assez intéressante, donc faite par Open Data Soft, c'est sur la démocratisation de la donnée en France. Donc, démocratisation de la donnée, on comprend le fait que toutes les, j'aime pas vraiment ce mot, mais les strates de l'entreprise soient au courant en fait de ces données, et notamment sur l'évolution des pratiques et de la maturité des organisations. Donc, c'est une étude qui a été réalisée donc la première dont je vous parlais était plus mondiale, la deuxième est française. Et ils ont fait ressortir 3 points au niveau de leur analyse. La première étant que la valeur de la démocratisation des données est comprise, mais pas encore prioritaire. Donc, vous avez le petit graphisme que j'ai laissé sur la droite. Et on voit qu'il y a quand même une disparité sur l'utilisation de la donnée au sein des organisations, parce que sur les 44% qui disent qu'elle est prioritaire, suivant le secteur ou l'équipe dans laquelle vous appartenez, si vous êtes directeur de l'innovation ou de la stratégie digitale, par exemple, pour vous, ça va être 64%, alors que quelqu'un qui serait directeur industriel, le taux tombe à 25%. Donc, il y a suivant les métiers de chaque personne, il n'y a pas la même compréhension. Je me prends moi comme exemple, mais étant directrice marketing, pour nous, la donnée est essentielle. C'est-à-dire que quand on fait du digital, moi j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, je ne travaillais que grâce aux données. Donc, il y a un shift qui est en train de se faire. Et cette valeur de démocratisation des données qui est comprise mais pas encore prioritaire, il voit à ça 2 freins. Le premier, c'est la recherche du ROI rapide du management de l'entreprise, puisque qui dit ROI dit investissement, que ce soit logiciel ou matériel, pour ne prendre que l'exemple de l'énergie, notamment sur, par exemple, une installation de capteurs. Ça va coûter quelque chose à l'entreprise. Une mise en place de logiciels, c'est la même chose. Et puis la deuxième, c'est la création d'usages à forte valeur ajoutée, qui est nécessaire pour montrer justement les bénéfices. C'est-à-dire que très souvent, pourquoi c'est pas prioritaire, c'est qu'il y a un tel monceau de données que les entreprises ne savent pas voir cette valeur et du coup créer ces usages pour réussir à les mettre en place vraiment à grande échelle. Le deuxième point, c'est dans la pratique, donc cet accès aux données à grande échelle n'est pas vraiment une réalité. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que il y avait beaucoup de CDO qui ont été, donc Chief Data Officer, qui ont été interviewés donc, dans cette analyse et qui disaient que le plus simple, ce serait la mise en place d'un guichet unique, d'un portail de données, qui serait un levier indispensable. C'est-à-dire que cette donnée, elle n'est pas disponible à tous les niveaux. Donc, très souvent, c'est plus les experts ou les directions générales qui vont avoir accès. Mais les autres personnes de l'entreprise vont y avoir accès soit par des exports, soit par des fichiers Excel, etc. Mais n'auront pas accès à la base, c'est-à-dire un portail de mise en place avec toutes les données où chacun pourrait regarder exactement la même donnée et du coup comparer exactement les mêmes choses. Et puis le deuxième, c'était le sujet de la propriété de la donnée, qui reste un obstacle dans certaines entreprises, puisqu'il y a encore cette notion un petit peu de pouvoir autour de la donnée, c'est-à-dire qui gère la donnée, quelque part gère le pouvoir de l'entreprise. Donc, on pense bien évidemment à toutes les données plutôt financières, mais pas que. Ça peut être des données de production, des données de gestion, tout ce qui est gestion de projet aujourd'hui. Encore une fois, pour reprendre notre exemple, les données énergétiques, etc., etc.
Et puis, en dernier point, c'est les décideurs qui attendent du coup plus d'actions concrètes et d'accompagnement pour accélérer en matière de cette démocratisation des données. Donc, manifestement, il y a vraiment une conviction que l'utilisation de la donnée doit être une priorité. Donc, pour 63% des cas, c'est pour mieux gérer leur mission ou pour faire évoluer la stratégie en interne. Parce que, encore une fois, si on se réfère au slide au-dessus, les personnes ont bien compris qu'il y avait vraiment les employés ont compris qu'il y avait vraiment des choses qui se jouent au niveau de la donnée, et notamment pour accélérer par rapport aux concurrents. Mais la question, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que pour mettre en place un nouvel outil, il faut qu'il soit facile à utiliser. Il faut que ce soit facile à mettre en place au niveau de l'entreprise. Il faut que les acteurs, les personnes qui vont gérer ces outils puissent non seulement se former dessus, mais les répliquer à différents niveaux aussi de l'entreprise. Donc, il y a vraiment cette… voilà, moi, je voulais vous laisser avec cette analyse que je trouvais assez intéressante. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer ces documents. Mais cette idée de démocratisation de la donnée et de partage de la donnée est vraiment intéressante et importante si on arrive à créer de la valeur, comprendre les usages et la diffuser en interne. Merci Céline. Donc moi je vais vous parler dans un premier temps des données énergie. On a essayé de classer toutes ces données énergie qu'on a en capacité de collecter. On les a divisées en 4 catégories. Première catégorie, la finance, toutes les données relatives au coût. Deuxième catégorie, tout ce qui est énergie consommée. Troisième catégorie, toutes les données qui vont être transverses et utilisables. Et enfin, les dernières données qui sont les données périmètres. Et maintenant, si je rentre un petit peu plus dans le détail, les données finances vont être par exemple les factures, les contrats, mais également toutes les données qui vont permettre de gérer les contrats, comme si par exemple vous avez des contrats clics, toutes les données réglementaires qui sont définies par le législateur, mais également les données de marché qu'on peut retrouver sur des plateformes comme EX. L'énergie consommée, elle, va être représentée par toutes les données de consommation, qu'elles soient facturées ou réelles en provenance des GRD, les puissances souscrites, les puissances atteintes, mais également toutes les données fines issues de capteurs, de sous-capteurs, de GTB, de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge. Par données transverses, j'entends des données qui vont être corrélées à l'énergie, plus ou moins directement. Ça peut être les données météo, mais également les données de géolocalisation ou des données disponibles sur des portails tels que l'ADEME, où on va trouver par exemple les facteurs d'émission carbone. Le périmètre, ça va être vos données. Toutes les données périmètres vont être vos données, c'est-à-dire la liste de vos compteurs, mais également votre organisation, vos bâtiments, vos secteurs d'activité. Pourquoi ces données sont importantes? Parce que c'est ces données qui vont être utilisées au regard des différents reportings que vous allez pouvoir communiquer dans votre organisation. Maintenant, je vais faire un petit point sur tout ce qui est acquisition et traitement de la donnée, ce que j'ai appelé finalement le cycle de collecte de la donnée. Pour moi, il se divise en 3 parties, chez Noctea en tout cas. Une partie acquisition, une partie traitement de la donnée et après une partie contrôle. Si je rentre un petit peu dans le détail, sur la partie acquisition, il y a plusieurs manières chez nous d'acquérir de la donnée et puis finalement, on s'adapte à la donnée qu'on veut récupérer. On va récupérer soit de la donnée en automatique via des traitements internes qui ont été développés chez Noctea, comme le protocole de récupération des factures automatisées, par exemple. Ça peut être des API externes qui sont donnés par nos différents partenaires, comme peuvent être typiquement Enedis ou GRDF, qui mettent à disposition de la donnée directement via API qu'on peut collecter, mais ça peut être également des dépôts de fichiers. Certaines ELD, typiquement comme Reseda ou Strasbourg Électricité Réseau, n'ont pas la technologie d'API, mais déposent des fichiers qu'on vient récupérer automatiquement. L'acquisition de données peut aussi se passer de manière manuelle, via tout simplement des imports ou des traitements en masse et qui peuvent se passer sur nos logiciels, ou tout simplement de la saisie. Je pense typiquement quand nos clients matérialisent leur périmètre, leur organisation, leur bâtiment, on peut pas forcément le deviner à l'avance et du coup, ça peut être tout simplement de la saisie logicielle.
Une fois qu'on a collecté et stocké toutes ces données en base de données, un des objectifs d'Enoptea, c'est d'appliquer du traitement sur cette donnée de manière à lui amener de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle peut être à différents niveaux. Je vais donner des exemples. Ça peut être de la proratisation de données, puisque typiquement, vous n'êtes pas sans savoir que les données de facturation, celles qui sont sur les factures ou celles qui sont proposées par Enedis ou GRDF, sont rarement éditées du premier au dernier jour du mois. Or, il y a souvent un besoin, quand on regarde en global les données de consommation, d'avoir une vision mensuelle. Donc, on a développé des algorithmes qui permettent justement de proratiser ces données. Concernant les consommations, on a aussi développé des algorithmes qui permettent de prédire des données au regard des consommations passées, mais également des données météo. On a tout un tas de mécaniques de recalcul de taxes et de prix qui vont nous permettre, dans certains cas d'usage dont je reparlerai tout à l'heure, de recalculer des budgets. On a aussi des algorithmes de complétude de données où je ne vais pas trop m'étendre sur la fiabilité de la donnée, mais parfois, pour pouvoir reconstituer de la donnée complète, il faut savoir agréger plusieurs sources. Et c'est aussi une des expertises d'Enoptea de pouvoir mixer des données de facturation, des données GRD ou des données manuelles de manière à avoir des traitements complets, etc., etc. Je ne vais pas décrire tous les exemples de traitement de données, mais en tout cas, c'est une des forces de pouvoir transformer la donnée et de la rendre utilisable. En termes de contrôle, puisque quand on acquiert beaucoup de données, ben, il peut y avoir des problèmes de fiabilité sur la donnée qu'on réceptionne et également post-traitement. Pour ce faire, il n'y a pas de magie. De toute façon, soit on a des experts qui sont à notre disposition pour pouvoir relever les différentes problématiques. On peut aussi avoir des outils de filtrage dans nos outils qui permettent, par exemple, d'identifier tous les compteurs qui n'auraient pas été rattachés à une organisation. On a quelques zones dédiées également sur nos écrans pour identifier, par exemple, que un protocole de collecte ne fonctionne plus et un mot de passe devrait être mis à jour, par exemple. On a aussi des contrôles aléatoires. On développe aussi petit à petit des notifications, mais voilà, l'idée c'est de ne pas abreuver non plus trop de notifications parce qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes et quand on notifie trop, en fait, on voit plus les problèmes. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais vous parler usage de la donnée. Maintenant qu'on a compris quelles étaient les données qui étaient disponibles, comment est-ce qu'on pouvait les recueillir et les traiter, je vais vous donner des exemples de comment est-ce qu'on peut les utiliser. Mais avant ça, je vais vous parler de persona, c'est-à-dire de qui utilise la donnée. Et je vais faire un petit retour arrière en vous expliquant, enfin, en vous expliquant ce que vous connaissez déjà sur l'énergie qui, avant, pour la majorité des acteurs, c'était une simple préoccupation écologique. Un coût modéré finalement par rapport aux autres charges est quasi fixe dans le temps, hein, puisque l'énergie dans les bilans comptables d'il y a une dizaine d'années, c'était le 7, 8, 9e, 10e poste pour la majorité des acteurs. Et souvent, quand on négocie un contrat, on avait un prix fixe sur de nombreuses années. Donc, au final, c'était une préoccupation assez faible des directions générales. Et les seuls acteurs qui étaient concernés, c'était les gestionnaires de bâtiments, parce qu'il fallait un contrat pour alimenter les compteurs de leurs bâtiments. Et puis les acheteurs qui finalement prenaient les contrats qui leur étaient proposés avec sûrement des mises en concurrence, mais finalement des choses assez simples. Aujourd'hui, l'énergie, c'est devenu un enjeu écologique majeur, un coût significatif avec une volatilité très importante qu'on a vu notamment en 2022 avec des coûts qui ont explosé littéralement, une tarification de plus en plus complexe avec un risque qui est déporté sur le consommateur, qui est plus forcément porté par le fournisseur et du coup, de facto, une préoccupation majeure des directions générales. Et du coup, sur les personas qui sont concernés, on va retrouver maintenant les usagers. Quand on dit aux gens que les bureaux ne seront plus chauffés qu'à 19 degrés l'hiver, ça concerne aussi les habitants. Les énergie managers, qui était une profession qui n'existait tout simplement pas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années en arrière,
Les directions administratives et comptables, puisque les coûts étant plus élevés, bah forcément, ça va intéresser beaucoup les fonctions comptables, les fonctions de trésorerie. Les directions RSE, a fortiori, on parle d'environnement. Les directions générales, j'en ai parlé. Et enfin, une dernière chose, et c'est là qu'on revient sur le webinaire du jour, une nécessité de maîtriser la donnée et du coup d'avoir un persona non physique qui est le système d'information qui, lui, va s'alimenter de l'ensemble de ces données énergétiques que j'ai décrites auparavant. Je vais décrire deux types d'usage d'utilisation de la donnée. Un type d'usage que j'ai qualifié de standard, c'est-à-dire que tous autant que vous êtes dans ce webinaire, je pense que vous êtes équipés de logiciels, d'outils qui permettent de répondre à un cas d'utilisation sur une donnée particulière. Souvent, on a des outils qui analysent les coûts ou les consommations. Voilà, c'est des cas d'usage qu'on traite également et qui vont faire l'objet de webinaires derrière, dont je reparlerai. Mais ce dont, et je vais donner aussi quelques exemples là-dessus, mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des usages un petit peu plus avancés, qui vont permettre de croiser à la fois des composantes de coûts et de consommation, avec une approche beaucoup plus héroïste des analyses, et des analyses qui vont être destinées à de multiples acteurs de l'entreprise. Pour prendre un exemple d'usage standard, je vais reprendre un cas dont beaucoup de gens ont entendu parler ces dernières années, le fameux décret tertiaire, qui avait comme nécessité d'avoir comme données des informations bâtimentaires avec les surfaces, les sirettes, etc. Puis les consommations réelles, soit issues des factures, soit issues des gestionnaires de réseau. L'objectif, c'était de définir une année de référence et déclarer ces consommations sur Opéra. On voit que c'est un cas standard où c'est principalement les gestionnaires de bâtiments et l'accès aux consommations dont ils ont besoin. Pour optimiser les consommations, il y a un cas d'usage qui est de faire des diagnostics data autour des consommations, où on va prendre en données d'entrée le périmètre des compteurs des bâtiments. Toujours pareil, les consommations, en général, on va un petit peu plus loin avec les courbes de charge, de manière à pouvoir élaborer des cartes de chaleur. Et on fait une analyse approfondie et comparative des consommations. Et c'est pareil, c'est un cas d'usage assez linéaire. Voilà. Un autre cas d'usage assez linéaire, ça va être le cas de l'achat d'énergie, où finalement, là, on va plus s'attacher, on va également s'attacher aux consommations et aux coûts, mais dans un usage unique, c'est-à-dire répondre à un besoin d'achat et des fonctions acheteurs de l'entreprise. Par rapport aux deux premiers webinaires, je vous invite, je crois que c'est à 11 heures, qu'on a un webinaire, si vous n'êtes pas au courant, sur la performance énergétique de vos entreprises face aux nouvelles réglementations. Et maintenant, je vais aborder d'autres cas d'usage un petit peu plus complexes, un petit peu plus avancés. Le premier que j'ai choisi, c'est de parler de la projection budgétaire, et notamment réaliser des budgets sur les années futures. Pour ce faire, en fait, les données utilisées vont être multiples, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin des données de vos contrats, on va avoir besoin des données EX, enfin des données de marché, justement pour la saisie des clics dans le cas où vous êtes sur un contrat complexe. On va avoir besoin des taux réglementaires, du TURP, des différentes taxes inhérentes et définies par le législateur. On va avoir besoin des consommations réelles, on va avoir besoin soit des consommations ici des factures, soit ici du réseau. On peut avoir besoin du périmètre et de l'organisation de l'entreprise, voire des données météo si on a besoin de faire des projections prédictives. Comment ça va se passer, la projection budgétaire? On va matérialiser ces contrats fournisseurs passés et futurs. Passés si on veut pouvoir les comparer, et futurs pour pouvoir justement se projeter, y compris les contrats clics. Pour définir le budget provisionnel, on va se baser sur le périmètre des compteurs qu'on aura préalablement chargés et identifiés de par les données de facturation. On aura reconstitué votre périmètre. On va récupérer les consommations passées via les gestionnaires de réseau pour qu'elles soient au plus juste, ou via les factures si jamais on n'a pas accès à ces données-là. Les consommations futures, elles pourront être déterminées soit par un algorithme de prédiction, soit par des estimations qui nous sont propres.
Les clics, on va les matérialiser directement via des saisies manuelles que vous allez opérer dans les outils, plus le fait de recroiser avec les données EX qu'on ira récupérer. On va faire des projections de d'écrêtement et de couverture. Bon, même si la reine touche à sa fin, en tout cas, c'est des choses qu'on faisait et puis on s'adaptera de toute manière aux nouvelles réglementations qui, soit dit en passant, devraient arriver incessamment sous peu. Et on va recalculer tout ce qui est coût d'acheminement et de taxes à partir des données qu'on récupère et qu'on stocke de manière automatique et régulière dans nos outils. Ce qui permet à terme d'effectuer des reportings selon les organisations qui ont également été paramétrées dans vos outils. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un reporting et des budgets projetés sur l'ensemble de vos sites, c'est possible. Si vous voulez le faire par entité régionale, par business unit ou par tout type d'organisation que vous auriez également paramétré dans les outils, c'est également possible et ça permet de faire des reportings dédiés, soit pour des directions dédiées, soit pour des utilisateurs ou des gestionnaires de bâtiments, si c'est la donnée la plus fine dont ils ont besoin. Si vous avez besoin d'informations par rapport au contexte marché, c'est le webinaire qui suit qui fera un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. À 9h45. Voilà, ouais. Et tout ce qui s'est passé au Gazélec, notamment tout ce qui a été dit en début de semaine. Je vais donner un autre exemple d'usage avancé. Il y a beaucoup d'entreprises qui investissent dans les panneaux photovoltaïques. Et nous, on a défini un cas d'usage qui va permettre de calculer le coût réel de l'énergie après installation des panneaux photovoltaïques. Pour ce faire, c'est pareil. Un grand nombre de données ont besoin d'être croisées. Les données contrats, les taux réglementaires, les consommations factures qui vont être ou du GRD, mais également des données un petit peu plus fines en provenance du GRD au regard des courbes d'injection et de soutirage. On va définir aussi de la collecte de données au niveau du comptage et des onduleurs qui sont positionnés chez vous. Et toujours pareil, les données d'organisation et de périmètre de l'entreprise. Comment ça se passerait ce cas d'usage? Ça, c'est le cas d'usage où on va calculer le coût d'énergie sans que vous soyez équipé. C'est-à-dire qu'on va prendre la consommation ici du soutirage, on va la calculer par rapport à vos contrats, on va appliquer les taxes et les TURP et on va définir le coût de l'énergie. Si jamais vous installez des panneaux photovoltaïques, il est possible que vous fassiez racheter l'énergie. Auquel cas, on va également matérialiser le prix de rachat à la date de souscription, qu'on va venir déduire ce qu'on appelle le gain de l'injection et qui va vous définir le coût de l'énergie, ce que vous dépensez moins ce que vous réinjectez sur le réseau. Si, ajouté à cela, vous avez décidé de rajouter des ondulaires et de faire de l'autoconsommation, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'autoconsommation à partir des données d'onduleurs et des données qui sont injectées sur le réseau, de manière à définir un montant d'autoconsommation qu'on va venir appliquer à votre prix contractuel comme si vous l'aviez payé directement à votre fournisseur. L'application de TURP et taxes, puisque c'est pas que la fourniture, et on va déduire, et on va appeler ça non dépensé en autoconsommation. Et au final, le coût de votre énergie dépensée moins votre coût non dépensé, puisque vous avez autoconsommé moins ce que vous avez injecté, vous donnera le coût réel de l'énergie. Pourquoi est-ce que c'est un vrai plus? Parce qu'on va recalculer par rapport réellement à vos contrats. Ce ne sera pas des estimations, ce sera de la donnée vraie et ça va vous donner un véritable ROI. Alors, j'ai mis une petite astérix hors amortissement du matériel, ça c'est plutôt l'aspect comptable. Et l'objectif, c'est de matérialiser en euros par mégawattheure, en fait, l'impact de votre installation sur vos consommations. Dernier cas d'usage, avancé, le contrôle de facturation qui peut être multicritère, où là, on va utiliser également les données de contrat, les taux réglementaires, les consommations, et on peut réaliser des missions de contrôle au niveau des coûts, typiquement en recalculant au plus précis les coûts, y compris si vous êtes sur des contrats complexes,
Alors, en incluant l'écrêtement, encore une fois, ça c'est quelque chose dont on parlera plus l'année prochaine, mais je pense qu'il y aura d'autres éléments qui viendront complexifier les prix. Donc nous, on est en capacité de recalculer les prix directement en saisissant les contrats que vous avez, quels qu'ils soient. Et l'idée, en fait, c'est une fois qu'on connaît votre prix unitaire, c'est de l'appliquer à des algorithmes de manière à ce qu'on vienne vérifier que les prix matérialisés sur chacune de vos factures correspondent bien au prix qui était contractualisé avec votre fournisseur. L'idée est d'effectuer ce type de contrôle par contrat, par segment, ou voire même par compteur si tel est votre besoin. On peut également recroiser les consommations en vérifiant que les périodes, au regard des algorithmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, de proratisation, pour vérifier qu'on a bien toutes les périodes qui sont facturées et qu'il n'y a pas des trous de facturation. On gère également les avoirs. Hein. Vous avez dû voir en fonction de vos fournisseurs un certain nombre d'avoirs passés de toute façon chaque année. Et l'idée, c'est également de pouvoir comparer avec le gestionnaire de réseau. Ça nous aide, en croisant les données, justement, à vérifier que ce qui est facturé correspond bien à ce qui est annoncé par les gestionnaires de réseau. On peut également contrôler les taxes, puisque les taxes peuvent être soit réglementaires, soit spécifiques. Et voilà, le fait d'avoir toutes ces données au même endroit, en tout cas, permettent de réaliser ce type de mission. Petit point d'attention par rapport à ces missions de contrôle de facturation. Beaucoup de gens fantasment sur le fait qu'il y a de l'argent à récupérer quand on fait ce genre de mission. Nous, on a un petit peu d'expérience maintenant là-dessus et on voit qu'il y a quand même souvent des sous-facturations. C'est-à-dire que c'est pas tant de l'argent que vous récupérerez en cas de contrôle, mais c'est plus un intérêt pour justement vos directions administratives et comptables de manière à pouvoir provisionner de l'argent qui n'aurait pas été prélevé et qui le sera très certainement. Pour vous donner deux exemples concrets qu'on a eu avec les clients, on a eu des périodes de facturation d'une quinzaine de jours sur décembre 2022 qui n'ont pas été facturés par le fournisseur, mais qui l'ont été sans aucune réclamation du client en février 2024, c'est-à-dire quasiment un an et demi plus tard. On a fait passer des provisions de l'ordre d'1 million d'euros à notre client. Il était ravi de ne pas avoir eu la surprise un an et demi plus tard. Autre exemple de sous-facturation qui était assez criant, avec la complexification des contrats et des tarifs. On a un client qui a été facturé sur son gaz à hauteur de 3,55 € en lieu de place d'une facturation à plus de 120 €. Donc, son fournisseur lui a octroyé une trésorerie de quasiment 3 millions d'euros pendant une période d'1 an. Voilà, le fournisseur, à un moment donné, s'est rendu compte de son erreur, mais un trou de trésorerie de 3 millions d'euros qui n'aurait pas été planifié, pour les fonctions DAF et pour les directions générales, c'est compliqué à gérer quand on s'en aperçoit au dernier moment. Voilà. J'ai une question pour toi, Rémi. Sur la prise en compte de la flexibilité énergétique en cas de prix négatif lors de la production, tu parlais tout à l'heure, du type mise en batterie et de la réinjection lors de la remontée des prix. Ouais. Est-ce qu'on prend ça en compte, nous, quand on gère justement? Alors, les prix négatifs, de toute façon, c'est des coefficients qui sont positionnés dans votre contrat. En général, sur les euro-saisons d'été et les heures creuses, c'est-à-dire en général les endroits où vous ne consommez pas. Et nous, dans les calculs de nos prix, de toute façon, on se base sur vos données contractuelles. Donc, s'il y a des coefficients négatifs dans vos contrats, ils sont pris en compte pour recalculer votre prix, que ce soit pour des optiques d'accompagnement à l'achat ou aux projections budgétaires, ou pour des contrôles de facturation. En conclusion, sur les éléments que j'ai présentés jusqu'à maintenant, les données énergétiques révèlent un grand nombre de données d'usage d'acteurs. Afin de fournir des rapports cohérents, chaque service devrait posséder les mêmes sources d'informations. Il n'y a rien de pire que de sortir des reportings
par deux entités de l'entreprise et de ne pas être en capacité de consolider des données qui sont communes. C'est pour ça qu'on vous conseille vivement d'utiliser un référentiel de données commun. Et Noctea sait apporter cette expertise à la fois sur la collecte, la transformation et la mise à disposition de ces données. Donc, par l'acquisition, par ce qu'on appelle la librairie énergie et Noctea qui vient transformer toutes ces informations, par une API qui finalement fait le lien entre nos bases de données et nos logiciels, et une API qui est également disponible et qu'on met à disposition d'un certain nombre d'acteurs, soit des clients qui utilisent nos logiciels, soit des clients qui veulent alimenter leur système d'information avec les données qu'ils retrouvent dans nos logiciels, soit des logiciels tiers qui n'ont pas forcément l'expertise sur la collecte de données et qui souhaiteraient l'avoir. Je vais laisser la main à Merci. Excusez-moi. Merci. Pardon. Donc, merci Rémi. Donc aujourd'hui, juste pour faire un wrap-up un peu de ce qu'on a dit, on voit bien que l'utilisation de la donnée permet beaucoup de choses. L'optimisation des coûts permet d'aller chercher l'efficacité opérationnelle en comprenant mieux ces modèles de conso et d'aller chercher de l'efficacité énergétique. Ça permet aussi d'envoyer énormément d'éléments pour être en conformité réglementaire. Et l'élaboration de rapports, ça permet forcément d'améliorer son image de marque, sa stratégie RSE de sustainability, puisque aujourd'hui les entreprises et le marché requièrent énormément d'efforts de la part des entreprises sur ces sujets. Et on demande aux entreprises d'être responsables et on demande d'afficher énormément de critères de durabilité, que ce soit pour leurs salariés ou leurs investisseurs. On a vu qu'il y avait beaucoup d'éléments qui permettaient l'aide à la décision, que ce soit pour les entités métiers comme les entités de direction, et du suivi de performance. On l'a beaucoup illustré, qui permet tout simplement de comprendre, anticiper et anticiper les besoins futurs à l'échelle de l'entreprise et de son parc. Je voulais conclure le webinaire en vous montrant quelques cas d'usage que nous avons aujourd'hui. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour afficher la donnée. Vous avez la possibilité d'y accéder au travers de logiciels d'énergie management qui permet cette remontée de données et qui vous permet à vous et l'ensemble des interlocuteurs d'une société, d'une collectivité, etc., d'accéder aux données qu'on a pu communiquer. Donc, les quelques exemples qu'on vous montre là illustrent la capacité de remonter la donnée de facture, par exemple, digitaliser les factures et avoir un détail assez complet de ces données-là. On voit au milieu la remontée des données qui nous permet d'aller détailler ces contrats en illustrant les différentes composantes des contrats et d'aller de fait mieux comprendre son budget et d'anticiper son budget. On a les données qui, dans le cadre, là en l'occurrence du décret tertiaire, qui permettent directement d'interagir avec les entités en charge, notamment ici la plateforme Opérate, et qui permettent donc de remonter des données officielles et déclaratives de ces consommations. Donc ça, c'est une API directement avec Opérate. Et voilà, et plusieurs exemples qui permettent la visualisation de ces données de consommation, de carbone, des prédictions de consommation, des données qui sont aussi directement liées aux distributeurs, qui permettent encore une fois d'aller chercher de la baisse, la meilleure compréhension de son bâti. Donc ça, c'est une manière d'afficher de la donnée. On a beaucoup d'autres exemples, mais qui permettent à un ensemble d'utilisateurs, encore une fois, d'utiliser cette donnée, d'extraire cette donnée, de consommer cette donnée avec différents objectifs de rendu ou de performance. La deuxième manière d'accéder à ces données, c'est au travers d'API.
Comme l'a expliqué Rémi, il y a différents personas dans les entreprises qui utilisent ces données, différents outils qui sont déjà présents dans vos structures. Et nous pouvons également vous fournir cette donnée pour alimenter chacune des entités métiers, chacune des entités de direction, chacun des outils que vous allez utiliser. Donc là, il y a quelques exemples d'API, mais la liste peut être bien plus longue, qui va vous permettre donc de consommer ces données au regard de tous les outils et les habitudes de travail et d'analyse que vous avez aujourd'hui. Voilà, j'ai fini sur cette partie visualisation. Merci beaucoup tous les deux. Je vous laisse quelques instants si vous voulez poser des questions. C'est vrai que c'est des sujets sur lesquels, en général, on a beaucoup moins de questions parce qu'il y a beaucoup de choses à écouter, mais ce n'est pas forcément dans l'immédiat qu'on pense aux choses dont on aurait besoin. Le deuxième webinaire commence dans 3 minutes sur le contexte des marchés. Je vous remercie d'avoir suivi tout ça aujourd'hui. Le webinaire sera en replay. Vous pouvez le regarder en replay dès que nous le finissons. Et puis, bien évidemment, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous ont interpellé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Normalement, vous avez tous un contact Inoptea, mais sinon, vous pouvez nous laisser des messages sur contact@inoptea.fr. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.